Chers amis, nous allons commencer sans tarder maintenant. Juste, je vais vous donner quelques indications sur le déroulé de la cérémonie. Tout d'abord, je prendrai la parole, en représentante de l'institution, et puis je la céderai à Éric Fassin. Et puis enfin, nous aurons le plaisir d'écouter John Scott. Et ensuite, une fois que ces trois discours se seront déroulés, eh bien, je remettrai le diplôme, puisque il y a un moment un peu, voilà, qui vous rappellera sans doute des souvenirs. Oui, je suis ici pour ça. Donc, le diplôme du doctorat honoris causa. Donc, si vous voulez bien, je vais commencer. Pour cela, je vais aller au pupitre. Et puis, je reviendrai m'asseoir. Mais ensuite, si tu veux, toi, parler au pupitre, peut-être c'est aussi bien. Hein, non, voilà. Moi aussi, je peux. Oui, d'accord. Donc, alors, on parlera tous. C'est bizarre de ne pas voir. Oui, c'est comme au théâtre. Un tout petit peu, peut-être. On ne peut pas le baisser un tout petit peu, non? Ça va? Vous m'entendez bien? Oui. Bon, vous me voyez sans doute moins, mais ça, c'est pas très grave. Alors, donc, cher John Scott, cher Éric Fassin, chers collègues du LEX et du département d'études de genre, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un immense honneur que de vous accueillir aujourd'hui, John Scott, ici. Merci beaucoup. Dans cet amphithéâtre appelé Amphi-X, très symbolique pour notre université. La remise d'un titre de docteur honoris causa est un acte particulièrement marquant pour une institution universitaire. Cette distinction honorifique a une valeur hautement singulière dans la mesure où il est décerné à une personnalité dont l'engagement ou les œuvres s'inscrivent dans l'esprit de l'université. En ce qui concerne Paris 8, une université pionnière, critique, où la recherche scientifique émergente tient une place de premier rang. Et il était évident, cher Johan, devant l'importance de votre œuvre, que Paris 8 allait vous décerner, un jour ou l'autre, il s'est trouvé que j'ai la chance de le faire, ce titre. Et je vais donc essayer de dire aujourd'hui la rencontre entre votre frayage et la place des études de genre au sein de l'Université Paris 8. Historienne de formation, vous avez soutenu votre thèse en 1969 à l'Université Madison dans le Wisconsin. Elle portait sur la grève des verriers de la ville de Carmaux dans le Tarn en 1895. Cette dernière prend place dans une période marquée par différentes grèves de mineurs entre 1892 et 1895. Si la mobilisation des mineurs est connue pour son rôle dans la construction du syndicalisme en France et dans la conversion de Jean Jaurès au socialisme, vous avez montré, cher Johan, par vos analyses, que si la conscience de classe n'est pas naturelle, elle n'est pas non plus strictement déterminée par les conditions d'existence, mais qu'il existe une articulation de facteurs qui y contribuent, parmi lesquels le façonnement complexe de l'identité, elle-même constituée de facettes individuelles et collectives. Ce faisant, vous avez enrichi les éléments déterministes du marxisme qui entillaient majoritairement les études à cette époque. Vous continuez d'apporter un nouvel éclairage au monde du travail en publiant avec Louise Tilly, en 1978, une histoire du travail des femmes, Women, Work and Family, dans lequel vous pointez la dimension sexuée du marché du travail et son rôle dans la construction des inégalités. Tout en défrichant des domaines peu étudiés, vous poursuivez l'ouverture de vos recherches historiques aux outils d'analyse d'autres disciplines pour mieux saisir les relations et enjeux de pouvoir et les replacer dans une perspective critique. Votre recherche pense le genre comme un concept relationnel qui permet l'articulation et le dialogue de perspectives d'analyse diverses à la croisée de multiples disciplines.
À travers la publication en 2012 de votre recueil d'articles de l'utilité du genre, vous donnez à voir le processus de construction du genre à l'œuvre dans les rapports de pouvoir. Ainsi, vous écrivez « Le genre est un élément constitutif des relations sociales fondées sur les différences perçues entre les sexes et le genre est une façon première de signifier les rapports de pouvoir. Les changements dans l'organisation des relations sociales correspondent toujours à des changements dans les représentations du pouvoir. » Vous appuyant sur les travaux de la French Theory, ceux de Michel Foucault ou de la psychanalyse, notamment lacanienne, vous mettez en évidence l'articulation de la dimension politique et de la dimension normative des rôles sociaux assignés aux hommes et aux femmes. Je cite « Au lieu de réinstaurer les termes naturalisés de la différence sexuelle sur lesquels les systèmes de différenciation et de discrimination sont construits, l'analyse doit débuter en amont et poser la question de savoir comment la différence sexuelle elle-même est mise en jeu comme un principe et une pratique de l'organisation sociale. » En tant qu'historienne, vous vous êtes également appuyée sur la Révolution française, qui a été l'occasion pour vous de montrer comment les femmes tiraient, paradoxalement, leur visibilité dans la sphère publique de leur exclusion de celle-ci. L'universalisme de l'individu abstrait, tel qu'il était pensé au XVIIIe siècle et tel qu'il continue de l'être encore, fondé sur des valeurs adossées au masculin, contribue à renforcer le système patriarcal, comme vous le démontrerez en 1998 dans votre ouvrage « La citoyenne paradoxale, les féministes françaises et les droits de l'homme ». Aujourd'hui, les femmes iraniennes, actrices de premier plan, font entendre un désir de démocratie en occupant l'espace public et en y prenant place durablement, tête nue, pour dénoncer le patriarcat. À chaque fois situées, ces luttes peuvent prendre des formes diverses. Ce bref rappel montre combien l'évolution de vos recherches et l'enrichissement de votre approche méthodologique entrent en résonance avec l'histoire de Paris 8. En effet, notre université a été fondée au lendemain de mai 68, mouvement qui a été marqué en France notamment par une dynamique de lutte commune entre étudiants et ouvriers, tous très mobilisés, qui à travers l'occupation des universités, qui à travers celle des usines. Les enjeux de conscience de classe et de téléologie historique ont profondément marqué cette période. C'est dans ce contexte que Paris 8, alors dénommé Centre expérimental de Vincennes, se propose de rompre avec l'académisme et sa lecture de notre société en donnant le primat à l'esprit critique et à la trans et pluridisciplinarité entre notamment les arts, la littérature, la philosophie et plus largement les sciences humaines et sociales, sans oublier les sciences et technologies. Ce cadre de stimulation intellectuelle et pratique permet, chère Joanne, quelques années après l'ouverture de notre université, en 1969 donc, celle du Centre d'études féminines par Hélène Cixous. L'ouverture de ce centre marque une étape majeure dans la reconnaissance de ce champ d'études et le développement de nouveaux éclairages. Elle débouche également sur la création d'un master, puis en 2015, d'un laboratoire de recherche dont le CNRS est directement partie prenante, le LEG. Depuis 2018, Paris 8 a conforté le développement international des études de genre à travers notamment la fondation du groupe de recherche international sur les traductions politiques et culturelles du genre que coaniment Éric Fassin et Marta Segarra pour citer un exemple de cet élargissement. Le développement de ces études et des structures qui les portent illustre à leur tour combien Paris 8 continue d'être une université pionnière et attachée à offrir aux chercheuses et aux chercheurs, ainsi qu'aux étudiantes et aux étudiants, les moyens de mener ces travaux critiques et de les faire vivre dans notre société. Chère Joanne, c'est bien cela aussi que la remise de ce doctorat honoris causa signifie aujourd'hui. La circulation des savoirs et des idées, à laquelle Paris 8 est tant attaché, et que vous incarnez par tant d'aspects, que ce soit à travers votre méthodologie interdisciplinaire, vos terrains d'études,
votre dialogue avec des penseurs français, ou encore votre engagement pour la reconnaissance des femmes dans l'histoire et votre militantisme féministe. Les savoirs, ainsi construits et engagés dans notre quotidien, contribuent à nous émanciper et à transformer le monde. Je vous remercie. Merci. Donc, céder immédiatement la parole à Eric. Oui, je commence. Tenir comme ça. Bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, chère Joan. C'est un grand honneur d'être ici. En fait, c'est aussi un grand bonheur. Ça s'appelle un doctorat honoris causa, ce qui veut dire, je crois, que l'intention est d'honorer John Scott. Mais évidemment, nous savons aussi que c'est un honneur pour nous en retour. C'est-à-dire que participer à cet événement, c'est s'inscrire dans cette histoire. Et à ce titre-là, j'en suis personnellement très ému. Alors je dis personnellement, et donc je vais parler à la première personne, mais la première personne du singulier, lorsqu'on s'inscrit dans cette histoire, c'est aussi une première personne du pluriel. C'est un nous. Parce que, en fait, il y a une dette collective pour toutes les personnes qui, depuis des décennies, essaient de travailler dans le champ des études de genre, une dette collective à l'égard de John Scott. Donc, le doctorat honoris causa est, pour nous, pour moi, mais pour nous toutes et nous tous, une reconnaissance de dette. Pour ce qui me concerne, il y a un peu plus de 30 ans, j'avais, ne connaissant pas encore John Scott, envoyé un texte que j'avais écrit et qu'elle avait eu la gentillesse de lire en pointant gentiment une faute historique que j'avais commise et que j'ai corrigée par la suite, même si depuis, pour des raisons étranges, je n'arrive plus jamais à me souvenir de quelle est la bonne date. Mais ça veut dire aussi que ça fait plus de 30 ans que, comme beaucoup de gens, comme énormément de gens dans ce champ d'études, je bénéficie d'une lecture, je bénéficie d'un regard, je bénéficie d'encouragement, je bénéficie de ressources intellectuelles et de ressources politiques grâce au travail de John Scott, soit en la lisant, soit en l'écoutant, soit aussi en conversant avec elle. Et pour moi, comme pour beaucoup de gens de ma génération, des générations d'avant et des générations d'après, eh bien, en fait, c'est quelque chose de fondamental. Je voudrais, j'entendais tout à l'heure la phrase célèbre qui est la définition du genre, donnée en 2 temps par John Scott en 1986, qui a été traduite en 1988 en français, à une époque où les traductions se faisaient encore assez rapidement. Et je m'aperçois que c'est une citation que j'utilise, en fait, tout le temps, depuis 30 ans. Ce qui fait que toute étudiante ou étudiant qui a suivi un cours avec moi a entendu à peu près une 15aine de fois cette citation. En même temps, je continue de ne pas connaître par cœur cette citation, ce qui soit m'oblige, comme je vais le faire maintenant, à la lire, soit à la réinventer à chaque fois. C'est-à-dire à dire à peu près ce que j'en ai retenu. Et je m'aperçois que cette manière d'utiliser l'œuvre de John Scott, c'est ce que nous faisons toutes et tous plus ou moins. Nous avons lu des choses, mais après, en fait, nous nous souvenons de certaines choses qui ne sont peut-être pas tout à fait ce qu'elle a dit, mais qui sont nos manières de nous approprier son travail, d'en faire quelque chose, d'en faire usage. Je vais quand même vous relire la citation, puisque, après tout, une 23 millième fois ne sera pas de trop. Le genre, donc, c'est un élément constitutif des relations sociales fondées sur les différences perçues entre les sexes. Et lorsque j'enseigne, je souligne toujours « perçues ». Autrement dit, ce ne sont pas des différences qui sont données a priori, mais qui sont l'enjeu même de la bataille politique. Mais aussi, le genre est une façon première de signifier les rapports de pouvoir. Donc là, je l'ai bien lu.
Je ne me la suis pas appropriée complètement. Mais ce qui me paraît très important dans cette définition, et ce sont les quelques éléments que je voudrais essayer de souligner dans les minutes qui restent, c'est le fait que c'est une définition théorique, mais c'est une définition théorique qui a des conséquences politiques immédiates. Et tout le travail de John Scott, dans ces moments les plus théoriques, dans ces moments les plus empiriques, il est toujours en même temps politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, tout simplement dire des différences perçues entre les sexes, c'est voir dans quelle mesure c'est une construction sociale et pas quelque chose qui est donné a priori. Ça n'est pas inscrit dans les corps, c'est la manière dont on va regarder les corps qui va être déterminante. Mais deuxièmement, la deuxième partie de la définition, qui, à mon sens, est également importante, sinon plus, parce qu'elle va au-delà de ce que peut-être on pensait déjà dans les études de genre avant, c'est que si ça signifie les rapports de pouvoir, ça signifie les rapports de pouvoir pas simplement entre les sexes. En fait, il s'agit de tout. Il s'agit des rapports de classe, il s'agit des rapports de race, il s'agit de questions nationales, de questions religieuses, c'est-à-dire de tous les sujets sur lesquels travaille John Scott depuis plusieurs décennies. Qu'il s'agisse de travailler sur les ouvriers, donc de travailler sur le travail, si l'on veut, mais sur l'articulation entre travail et famille, ou qu'il s'agisse de travailler sur la parité, ou qu'il s'agisse de travailler sur le voile, ou sur la laïcité, à chaque fois, on n'est pas simplement en train de parler des hommes et des femmes, mais en parlant des hommes et des femmes, on pense à cette manière première de signifier les rapports de pouvoir. Autrement dit, on parle de tous les rapports de pouvoir. Le genre est un rapport de pouvoir, mais c'est aussi une manière de penser les rapports de pouvoir, et le concept de genre tel que nous l'utilisons est une manière d'analyser l'ensemble des mécanismes sociaux et politiques. Ça, c'est la base, et c'est donc ce que je répète un peu bêtement depuis 30 ans. Mais en fait, je me suis aperçu au fil des années que ce n'était pas simplement une définition fondatrice qui, pour moi, comme pour beaucoup de gens, était ce que je pouvais espérer trouver dans l'œuvre de John Scott, mais c'est un ensemble de ressources. Il y a un ensemble d'articles, un ensemble de livres où on va puiser selon ses intérêts, selon ses compétences, selon les moments, selon ce qu'on est en train de faire. Et je voudrais en donner encore quelques exemples. Le premier, ce serait ce qui a été beaucoup évoqué, y compris hier pour une journée sur laquelle je reviendrai, ce qu'on pourrait appeler le paradoxe minoritaire. C'est le paradoxe des femmes ou des féministes que, pour ma part, je résume, c'est simplement une reformulation de ce que dit John Scott, comme prendre la parole en tant que femme, pour ne pas être traitée en tant que femme. Mais au mot femme, on peut substituer toute autre catégorie minoritaire. Le paradoxe minoritaire, c'est de prendre la parole en tant que minorité pour n'être pas traité en tant que minorité. Ce paradoxe qui peut être dénoncé de l'extérieur comme une contradiction, eh bien, en fait, ce que John Scott nous propose, c'est de le voir comme un paradoxe, c'est-à-dire qu'il est productif. On ne dit pas une chose et son contraire, mais on dit deux choses qui se modifient l'une l'autre. Et donc c'est la coexistence des deux éléments qui est importante et non pas leur contradiction. Cette définition du paradoxe, elle m'intéresse aussi parce qu'elle peut se retourner avec une question qui me concerne, mais je ne suis pas le seul, qui serait celle d'un paradoxe majoritaire. C'est-à-dire, lorsqu'on occupe une position majoritaire et qu'on travaille sur les questions minoritaires, ce qui est mon cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à certains égards, on prend la parole pour que, ou dans l'espoir que d'autres aient la parole. Ce peut être une contradiction, mais avec John Scott, il me semble que cela peut nous aider à penser dans quelle mesure il s'agirait non pas d'une contradiction, mais d'un paradoxe. Je voudrais prendre l'exemple d'un deuxième texte, après celui sur le paradoxe, qui avait son origine en 1989, un texte qui est du début des années 90, de 1991, je crois, sur « The Evidence of Experience ». Je donne le titre en anglais pour des raisons que je vais expliquer maintenant. Il a été traduit en français par « L'évidence de l'expérience ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est une critique qui, à mon sens, est à la fois une critique théorique et une critique politique de l'évidence selon laquelle l'expérience dirait la vérité des choses.
Donc c'est une critique d'une forme d'empirisme qui donne le sentiment que, bah oui, l'expérience parle d'elle-même, alors qu'en réalité, l'expérience ne parle jamais d'elle-même. Ce ne sont pas des individus qui ont des expériences, mais des individus à qui on assigne des places et qui, en conséquence, ont des expériences. Donc cette définition est fondamentale parce qu'elle souligne que la question minoritaire, elle demande à être repensée à partir de cette inquiétude ou de cette critique théorique. C'est-à-dire comment prendre la parole, à nouveau, si on prend au sérieux l'idée que l'expérience ne parle pas toute seule. Autrement dit, cette question qui peut se poser de manière générale pour les sciences sociales, elle se pose de manière particulièrement aiguë pour tout le champ des études minoritaires. Comment peut-on parler à partir d'un point de vue minoritaire, mais sans pour autant croire que le point de vue minoritaire suffit à définir l'autorité de l'expérience. Et de ce point de vue, je voudrais souligner, et je le vérifiais tout à l'heure pour être sûr de ne pas dire de bêtises, donc j'ai fait relire ce que j'allais dire et que je n'avais pas écrit, sur l'évidence de l'expérience. L'évidence de l'expérience, en fait, c'est une traduction potentiellement fautive. Pourquoi ? Parce que evidence, en anglais, ça ne veut pas dire évidence. C'est un faux ami. Evidence, en anglais, c'est la preuve, comme dans un procès. On peut apporter une preuve. Donc, en fait, c'est l'idée que l'expérience fait preuve. C'est cela qui est critiqué dans le texte de John Scott. En même temps, en anglais, il existe une expression qui est utilisée au moins une fois dans ce texte, qui est self-evident, c'est-à-dire obvious, c'est-à-dire ce qui est évident. Mais ça, c'est un sens qui n'apparaît pas véritablement dans le titre et qui n'est pas l'essentiel de l'argument. Donc, est-ce que c'est une faute de la traductrice, qui est par ailleurs excellente? Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt, au contraire, un faux ami qui devient un ami véritable, c'est-à-dire qui nous fait voir la deuxième dimension, c'est-à-dire que c'est tellement l'autorité de l'expérience que ça devient une évidence. Ça crève les yeux, c'est manifeste. Je crois que de ce point de vue-là, les questions de traduction qui sont au centre de la manière dont nous recevons l'œuvre de John Scott, eh bien, sont problématisées par le fait que les faux amis, finalement, peuvent être de bons amis. Je voudrais prendre un autre texte qui, pour moi aussi, a joué un rôle important, que j'ai découvert plus récemment alors qu'il est ancien, mais c'est un texte sur la police des frontières. La police des frontières, Border Patrol, c'est un texte très intéressant qui, je crois, n'a pas été traduit en français. Il est très intéressant parce que c'est une dispute avec un collègue historien français, mais pour rester sur l'argument qui me paraît important, c'est une manière de dire que nous avons tendance, dans le champ universitaire, à croire que les disciplines définissent des vérités. Au fond, il y aurait des disciplines qui auraient un rôle disciplinaire, c'est-à-dire qui sont là pour nous discipliner. Et il y a une critique de cela parce que, évidemment, si on veut faire bouger les frontières de la discipline, si on veut qu'il y ait un peu d'hétérodoxie et pas simplement de l'orthodoxie, la question de faire bouger, d'ébranler, dans certains cas de casser les limites des disciplines, elle devient centrale. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas seulement faite pour parler aux historiens et aux historiennes. L'histoire doit être en dialogue avec d'autres disciplines. Donc si, lorsque une historienne comme John Scott s'intéresse à la philosophie, on lui dit qu'elle sort de son domaine de compétence, eh bien il est important de dire que, bah non, en fait, c'est une manière d'interroger les limites de sa propre discipline. Cette bataille autour des questions disciplinaires, on la retrouve, et ce sera le dernier exemple que je prendrai, on la retrouve autour d'un autre enjeu qui est inséparablement théorique et politique dans le travail de John Scott et qui a une actualité brûlante pour beaucoup d'entre nous, non seulement aux États-Unis mais aussi en France et dans beaucoup d'autres pays, qui est la question de la ou des libertés académiques. Les libertés académiques, comme vous le savez, sont menacées et John Scott est quelqu'un qui s'est engagé professionnellement sur ces questions, y compris pour des raisons personnelles, puisque l'expérience du macartisme, eh bien, elle a touché directement son père, elle le raconte, qui était enseignant et qui a dû perdre son poste d'enseignant de manière définitive en conséquence du macartisme. Donc les attaques aujourd'hui contre le macartisme de gauche résonnent étrangement aux oreilles de John Scott, me semble-t-il.
Cet engagement, il s'est fait dans le cadre d'une association professionnelle, l'association des professeurs d'université aux États-Unis, AAUP. Et cette association, eh bien, depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, elle s'intéresse de manière privilégiée aux questions de liberté académique. Ce qui me paraît intéressant, c'est que là, pour fonder une position qui est la défense de la liberté académique ou des libertés académiques, eh bien, il faut s'appuyer sur l'autonomie du monde universitaire. Il faut s'appuyer sur l'autonomie de la science. Et dans ce cas, ça veut dire que la question des disciplines reprend une certaine importance qui n'est pas tout à fait la même. Les disciplines ne peuvent pas être simplement balayées parce qu'il est important pour nous de prendre conscience du fait, et c'est un paradoxe, que d'un côté, eh bien, les disciplines, elles sont disciplinaires, c'est-à-dire qu'elles peuvent nous empêcher de penser, mais d'un autre côté, les disciplines, elles sont aussi la condition de possibilité pour penser, c'est-à-dire pour faire notre travail universitaire. C'est ce paradoxe qui est constitutif de sa réflexion sur la liberté académique, c'est-à-dire qui permet de distinguer la liberté académique de la liberté d'expression. Parce que cette liberté académique, elle est fondée sur une compétence propre au monde académique. Alors pourquoi est-ce important de distinguer la liberté d'expression de la liberté académique? Eh bien, ça a une importance politique très visible aujourd'hui. Et donc, je vais quasiment terminer là-dessus. Ça a une importance très visible puisque la liberté d'expression, elle est utilisée par l'extrême droite en particulier. Aux États-Unis, c'est Trump. La liberté d'expression, on l'a vu récemment aussi avec Twitter, c'est la possibilité de dire n'importe quoi et en particulier de propager des discours de haine. C'est une question pour l'université, c'est-à-dire quelle place faisons-nous à la liberté d'expression? Est-ce que l'université est un lieu où les discours de haine peuvent avoir leur place? Vous voyez que ces questions qui se posent dans le monde extérieur, elles se posent aussi pour nous à l'intérieur du monde universitaire. Que faisons-nous par rapport à cette récupération de la liberté d'expression comme une valeur d'extrême droite aujourd'hui? C'est dans ce contexte-là que le travail de John Scott revendiquant la liberté académique, c'est-à-dire une liberté qui est fondée sur l'exercice d'un métier, eh bien, elle prend une valeur toute particulière et pour ma part, j'y trouve à nouveau une ressource importante. Juste quelques mots pour terminer. J'ai parlé tout à l'heure d'une reconnaissance de dette. Cette expression n'est pas très élégante et elle pourrait impliquer qu'il va y avoir des remboursements ou des choses comme ça. Je crois que ça n'est pas tout à fait l'idée. L'idée de cette reconnaissance de dette, pour moi-même, à la première personne du singulier, mais pour nous collectivement, elle pose la question de ça veut dire quoi reconnaître ces dettes à l'égard des gens qui nous ont précédés. Pour ma part, je crois que l'exemple de John Scott, et nous l'avons vu hier dans la journée sur les générations du féminisme universitaire, organisée autour de John Scott, avec un ensemble de jeunes collègues de génération entre celles de John Scott et au-delà celle de Michel Perrault, mais plus jeune que moi et qui participait à cette table ronde, eh bien ce qu'on voit, c'est que ces générations du féminisme universitaire, ça pose la question d'une transmission. Et la transmission, ça n'est pas simplement ce qui nous vient d'avant, mais c'est ce que nous léguons après. Et donc de ce point de vue-là, ce qu'on a pu voir hier, c'est l'importance dans le travail de John Scott du fait que, pour elle-même, la dette qu'elle s'est reconnue, c'est une dette surtout vis-à-vis des générations qui venaient. Et beaucoup d'entre nous, je le redis, de toutes les générations qui ont suivi, lui doivent beaucoup. C'est-à-dire que ce que nous lui devons, c'est d'essayer de faire la même chose et de proposer dans nos travaux, dans nos formes d'enseignement, dans nos formes d'engagement, à l'exemple de John Scott, des manières eh bien, de faire qu'il y ait une sorte de legs intellectuel pour les études de genre. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la Présidente, Éric Fassin, et à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier l'équipe de Paris 8 pour l'honneur qu'elle me fait aujourd'hui. Parmi toutes les universités françaises, c'est avec Paris 8 que j'ai la relation la plus forte, un lien sentimental particulier
non seulement à cause de sa longue contribution au féminisme et aux études de genre, mais parce qu'au fil des ans, j'y ai toujours été chaleureusement accueillie par les étudiantes et les étudiants, les enseignantes et les enseignants, qui, dans l'esprit critique de l'université, m'ont poussé à approfondir ma pensée, quel que soit le sujet sur lequel je travaillais. Je tiens à remercier tout spécialement Éric Fassin pour son amitié, le caractère collégial de nos relations et pour le soin qu'il a apporté à l'organisation de mon voyage à Paris à l'occasion de cette cérémonie. Et avec Madame la Présidente, qui a présenté mes travaux mieux que je puisse le faire. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, je vais essayer, après tout ça, de me présenter. En 2015, j'ai été invitée à donner une conférence à l'Institut Émilie du Châtelet sur ma trajectoire d'historienne féministe. Quand je l'ai relu pour préparer mon intervention d'aujourd'hui, j'ai été frappée par l'étendue des changements intervenus depuis 7 ans. Comme si j'avais eu la chance de vivre dans une bulle qui a éclaté depuis. À l'époque, je pouvais encore voir la continuité de ma vie entre les années 1960 à 2015, même si je voyais déjà la nécessité de mettre en cause la restructuration néolibérale des universités et plus largement le backlash culturel qui commençait de déferler. Je n'avais pas anticipé à quel point ce backlash, ce contre-courant, aurait de puissance 1 an plus tard avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Trump, bien entendu, n'a pas provoqué ce backlash, mais cet homme est devenu sa voix légitime. Son accès au pouvoir coïncide avec la montée de leaders autoritaires et de partis fascistes partout dans le monde, le résultat des crises politiques mondiales et du capitalisme dont les origines restent à expliciter. Aux États-Unis, l'élection de Trump a déchaîné les forces de la réaction, permettant à l'indicible de s'exprimer et l'inimaginable de devenir une réalité. Comme historienne, je sais que le progrès n'est ni automatique ni permanent, mais j'ai longtemps pensé que le droit à l'avortement nous était acquis pour le bon. Je croyais aussi que les limites légales à la discrimination raciale, aussi contestée, faible et partielle qu'elle puisse être, limiteraient les pires impulsions de la suprématie blanche. Bien que critique de la démocratie libérale, je présumais que ces institutions fixeraient un cadre sur lequel on pouvait compter pour produire quelque chose qu'on puisse raisonnablement appeler justice. Ces certitudes me paraissaient aujourd'hui bien naïves. Elles donnent la mesure de mon incapacité à regarder de l'extérieur mon expérience personnelle, laquelle s'est forgée en des jours plus optimistes. Comment faire pour que cette expérience tienne compte de la réalité nouvelle? Comment résister au désespoir que provoque notre situation politique actuelle? Que puis-je retenir de notre activisme féministe, de ces années pleines d'espoir, afin de mieux comprendre et de mieux résister aux forces réactionnaires qui partout semblent avoir acquis le pouvoir de changer ce que nous avons obtenu et construit? À mon avis, il y a au moins 3 leçons à tirer de notre passé passionnant. La première est que l'analyse des mouvements politiques et sociaux doivent tenir compte de leur contexte historique. La seconde a trait au pouvoir et au plaisir, et je veux souligner plaisir, que donne l'engagement d'un mouvement social. La troisième est que demeure constante l'utilité des outils analytiques que nous avons développés pour penser le rôle de la différence des sexes dans la construction des relations de pouvoir. Et je vais prendre les 3 maintenant. Premièrement, le contexte.
Je ne suis pas née féministe, je le suis devenue. Cela m'est arrivé quand a déferlé la seconde vague mouvementée du féminisme des années 1970. Mon identification comme féministe s'est faite à ce moment-là. J'ai été littéralement soulevée par la vague qui a placé les femmes aux avant-postes du changement. Cette contestation n'était pas le simple rejet des idées sclérosées des années 50, ni une résistance dialectique à l'oppression. Cette contestation a surgi à un moment particulier qui ouvrait la porte à des possibilités inimaginables jusqu'à là. Ce n'était pas évidemment la première révolte des femmes, individuelle ou collective, dans l'histoire des États-Unis, mais celle-ci, comme les précédentes, se situait dans un contexte précis. La rencontre de nombreux facteurs a conduit le féminisme à se transformer en une force politique dans les États-Unis des années 70. Et je suis devenue féministe dans son sillage. Ce qui s'est réalisé dans les années 70 avait commencé dans les années 60, quand je me suis mise à travailler pour mon doctorat. Les études en vue de ce doctorat étaient devenues possibles parce que d'importants efforts de recrutement avaient été engagés pour encourager les femmes dans ce sens. L'expansion économique de ces années a conduit à l'entrée d'un grand nombre d'étudiants dans les universités. Dans ce contexte, les responsables des politiques publiques en matière d'éducation se sont préoccupés de l'augmentation nécessaire de nombre d'enseignants. Le recrutement de doctorantes comme moi s'est opéré en tandem avec d'autres ouvertures pour les femmes au niveau national. En 1964, une commission était créée qui plaçait la discrimination pour raison de sexe au nombre de ses compétences. Et je n'ai pas précisé aussi qu'en 1960, les autorités sanitaires avaient autorisé la mise en vente des premières pilules contraceptives. De plus, la légalisation de l'IVG est devenue effective suite à la décision de la Cour suprême de 1973 dans le cas de Roe versus Wade, ce qui était renversé cette année. En cette époque, l'égalité pour les femmes était devenue une priorité nationale. Le soutien officiel apporté aux efforts visant à améliorer la condition des femmes a ouvert la voie à un déluge d'activités féministes. Et dans le champ traditionnel de l'action politique, les femmes formaient désormais un groupe identifiable pour la première fois depuis le mouvement suffragiste du tournant du XXe siècle. L'élan s'est amplifié dans les années 70 sur l'action des associations de femmes qui poussaient le gouvernement à mettre en application la législation antidiscriminatoire qu'il avait fait voter. En réalité, ces lois ont déclenché un tsunami de militantisme féministe. C'est d'ailleurs là que réside toute l'importance de ces lois, qui ont créé des objectifs à atteindre, même si la substance et les méthodes à employer pour y parvenir dépassaient les intentions du législateur. En 1972, en réponse à un lobbying féministe intense, le vote d'une loi sur l'enseignement supérieur, le Title IX, le titre 9, a précisé les choses, et je cite, « Aucune personne aux États-Unis ne peut, en raison de son genre, être empêchée de participer à, ne pas bénéficier de, ou être soumise à une discrimination dès lors qu'il s'agit d'un programme d'éducation ou d'une activité bénéficiant d'une assistance financière fédérale. » Fin de citation. Dans l'espace universitaire, les résultats ont été tangibles. Il y avait une grande augmentation des femmes à chaque niveau universitaire. En 1975, il y avait 150 programmes de Women's Studies offerts sur les campus américains. Il y avait 3 nouvelles publications consacrées aux études féministes. La cause des femmes bousculait les associations professionnelles. Des procès collectifs ont été faits
par des enseignantes à qui la titularisation était refusée, et pour défendre leurs droits, elles ont fait appel à des avocates féministes. Ce fut une époque intense, inventive et créative, rendue possible par un contexte historique sans lequel l'expansion économique, dans lequel, excusez-moi, par un contexte historique dans lequel l'expansion économique ouvrait la porte à davantage d'opportunités et d'égalité pour les femmes. Bien entendu, il y eut des résistances et du backlash, mais ceci était à ce moment-là minoritaire. Donc ça, c'était le contexte. Maintenant, le deuxième point, le plaisir. J'ai obtenu mon doctorat en 1969 et j'ai commencé à enseigner un an plus tard. Étant une des rares femmes membres du corps enseignant de l'université, on attendait de moi que je réponde à la demande des étudiantes en ce qui concerne des cours sur les femmes. Et c'était les étudiants qui ont demandé des cours sur les femmes. J'ai été invitée à rejoindre un groupe d'enseignants qui étaient dans la même situation que moi, non seulement dans mon université, mais dans toute la région de Chicago, la ville où j'habitais à l'époque. Des groupes comme celui-ci se réunissaient partout dans le pays, portés par un mouvement féministe grandissant. Ils ont permis le rapprochement de femmes isolées dans le département universitaire, leur donnant le sentiment d'une solidarité en tant que personnel, professionnel et pédagogue. Alors, même que nous analysions ensemble des textes savants, nous complotions en vue d'accroître le nombre de femmes professeurs, de rendre publiques les différences d'échelle de salaire et d'organiser l'agitation sur les campus en faveur de crèches. Il est important de préciser que nos discussions, qu'elles portent sur la politique institutionnelle ou sur l'enseignement, avaient un thème commun. Par principe, nous considérions que l'oppression des femmes, la subordination et leur expérience de la discrimination étaient le produit de structures intersectionnelles, économiques, sociales, culturelles, psychologiques, conceptuelles. Et c'était la dimension misogyne et discriminatoire de ces structures que nous entendions mettre au jour pour parvenir à les changer. Qu'on appelle cela le patriarcat ou le capitalisme, un biais institutionnel ou la domination masculine, nous comprenions que la situation des femmes était produite par un système d'organisation sociale. La prise de conscience des femmes visait à exposer ce système. C'était seulement en l'exposant que les femmes pouvaient comprendre que la situation n'était pas l'effet d'un mauvais choix ou d'une faible estime de soi, mais un fait de rapport de pouvoir de la société. Le personnel et politique, ce slogan qu'on ne cesse d'entendre et qui est souvent mal compris de nos jours, entendait redéfinir l'expérience intime du sexe et de la sexualité en termes de rapport de force. La politique et la recherche étaient les deux faces d'une même pièce. Nous étions en train de créer un nouveau savoir qui non seulement remodelait notre enseignement et les institutions dans lesquelles il était dispensé, mais également informé par nos positions politiques. Nous repensions ce que pouvait être la recherche, ou plutôt ce que pouvait être considéré comme tel. Et la recherche que nous produisons constituait des sujets féministes, des femmes qui, au travers de leur identification avec des héroïnes et des mouvements de libération du passé, ont été amenées à se considérer comme les agentes du changement. C'est pourquoi plus tard, quand j'ai lu Foucault, la notion de pouvoir-savoir m'a paru aussi lumineuse. La production de savoir a rendu possible la conceptualisation de ce qui comptait en tant qu'expérience et l'émergence de sujets qui se reconnaissaient dans cette expérience. Nous étions en train d'ouvrir de nouvelles frontières à la politique et à l'histoire. Nous nous sommes rapprochés de féministes d'autres pays, et elles de nous,
en utilisant la plupart du temps des réseaux existants. Pour moi, ce fut, pour commencer, celui des historiens du travail qui se sont réunis ici à Paris, à la Maison de sciences de l'homme en 1975, à l'initiative de Michel Perrault, parmi d'autres. Et je veux ajouter que le séminaire de Michel Perrault à Paris 7 était un centre de rencontre pour les féministes dans tout le monde. On est arrivé à Paris, on a cherché Paris 7 et le jour même du séminaire de Michel, et les échanges et les disputes étaient vraiment magnifiques. Au fur et à mesure que se multipliaient nos livres et nos revues, nous avons dû faire face à l'accusation que notre politisation compromettait la qualité de nos recherches. Cela signifiait non seulement que nous devions nous montrer à la hauteur des standards de la discipline, mais aussi qu'il nous fallait être capables de les contester et, dans ma spécialité de l'histoire, d'y relier la question de ce qui comptait en histoire et de qui comptait comme historien. Nous avons appris de première main que ceux qui détenaient le pouvoir de la discipline avaient toute latitude pour définir la règle de jeu, y compris de considérer comme inadmissible politiquement et idéologiquement notre volonté de voir inclure les femmes dans les grandes narrations historiques. Une histoire utérine a lâché un historien pour discréditer nos travaux. Critiquer ce pouvoir était une tâche intellectuelle exigeante. Où se situait la notion de qualité dans l'écriture de l'histoire des femmes? Était-il sage et même légitime de se concentrer uniquement sur les femmes? Le genre allait-il diluer ou au contraire renforcer notre analyse? Comment mesurer nos échecs et nos succès? Bien qu'il y eût beaucoup de moments épineux, des dénonciations, des accusations, des exclusions et des larmes, ceci était largement contrebalancé par l'excitation née de la recherche sur les sujets encore inconnus et pour le grand plaisir de la camaraderie féministe, en même temps personnelle et professionnelle, qu'on pouvait rencontrer en chemin. Troisième point, sur l'utilité du genre. Le féminisme universitaire a acquis son autonomie dans les années 1980. Et en 1987, il y avait plus de 400 programmes de Women's Studies dans les universités américaines qui proposaient plus de 30 000 cours. Un réseau national reliait les programmes et les facultés ainsi qu'un autre réseau d'instituts de recherche féministes financés par la Fondation Ford. La multiplication des cours a créé une demande pour des livres. Des éditeurs ont rapidement réagi à l'ouverture de ce nouveau marché. Et les dirigeants chargés du développement universitaire, c'est-à-dire ceux qui levaient les fonds, se sont empressés de cultiver leur relation avec les anciens étudiants et les femmes diplômées qui croyaient à la nécessité d'inclure le Women's Studies dans les cursus universitaires. Les dernières années du XXe siècle ont marqué le point culminant de l'activité féministe universitaire aux États-Unis. C'était pendant ces années que, sous l'influence de collègues féministes à l'université de Brown, j'ai commencé à réfléchir sur le genre. Le mot « gender » était déjà largement utilisé par les féministes pour indiquer l'origine sociale plutôt que biologique, de la différence des sexes. Ma contribution au débat a été d'insister sur le fait que la différence des sexes est la question à poser, pas la réponse. En 1986, j'ai écrit que le genre constitue une catégorie d'analyse utile dès lors qu'on se demande quel est le type de relation qui s'instaure quand on parle d'hommes et de femmes. Présumer qu'il y a quelque chose de connu et d'universel dans les hommes et dans les femmes est anhistorique et revient à les essentialiser. Cela cache le fait que les termes eux-mêmes et les sujets que les habitent ont une histoire.
Si les structures ont été placées au cœur des premières théorisations féministes, elles n'ont pas suffi à expliquer comment les rapports de pouvoir ont été constitués. Non seulement les rapports de pouvoir entre femmes et hommes, mais les hiérarchies sociales et politiques considérées comme légitimes, qui s'appuient sur la différence soi-disant naturelle des sexes. Je dirais que le genre est l'étude de la relation autour du sexe et de la sexualité entre le normatif et le psychique. L'étude de ce qui tente à la fois de réglementer la définition de la différence sexuelle et d'utiliser celle-ci dans un but politique ou social. Ce but être la division sexuée du marché du travail ou la structure familiale en tant que fondation présumée de la nation. Dans ce processus, c'est le genre qui produit des significations pour le sexe et la différence sexuelle, non pas le sexe qui détermine les significations du genre. Si tel est le cas, et certains féministes avant moi le pensent depuis longtemps, non seulement il n'y a pas de différence entre le sexe et le genre, mais le genre est la clé, si l'on peut dire, du sexe. Et si tel est le cas, le genre est une catégorie utile pour l'analyse historique parce qu'il exige de nous que nous historicisions les façons dont les significations du sexe et de la différence sexuelle ont été conçues, débattues, normalisées, réglementées, transgressées et changées. Cette théorisation de genre qui peut nous aider, cette théorisation de genre qui peut nous aider à comprendre le backlash que nous confrontons aujourd'hui. Dans la mesure où les études de genre cherchent à mettre fin à la discrimination fondée sur la régulation normative du sexe et des sexualités, elles occupent une position critique, productrice de connaissances destinées à provoquer le changement social. Ce changement est inacceptable pour les mouvements conservateurs et de droite, lesquels cautionnent ce qu'ils considèrent comme des hiérarchies naturelles de l'organisation sociale et politique et bénéficient de leur pérennité. Dans la mesure où la famille nucléaire patriarcale constitue un modèle pour ces hiérarchies, il devient impératif aux yeux de ces mouvements de droite qu'elles gardent son statut naturel. Leur autoritarisme se fonde sur l'acceptation du pouvoir paternel. Leur attrait psychique repose sur le fantasme du père primitif comme incarnation de ce pouvoir, le pouvoir de dominer et de protéger, et donc de restaurer un ordre perdu, en réalité le fantasme d'un ordre perdu, l'ordre de la nature, de la différence sexuelle, hommes et femmes biologiques, mariage entre un homme et une femme, refus des identités gays ou trans, comme fondement de la domination politique. C'est là l'idéologie du patriarcat, laquelle, malgré les modifications qu'elle a pu connaître, continue de déterminer ce qui est considéré comme étant le sens commun. Elle fournit aux dirigeants autoritaires et à leur parti une ressource dans laquelle ils peuvent puiser lorsqu'ils préparent leur remise en question de la démocratie. Les enseignements féministes sur la mutabilité, l'incertitude et la variabilité du genre constituent un obstacle important à cette idéologie. Les formes intérieures de backlash, celles du XXe siècle, ont cherché à réfuter les affirmations féministes à l'aide d'études soi-disant scientifiques et de recherches en sciences sociales qui prétendaient documenter les déterminations inéluctables de la biologie. Les formes récentes sont plus brutales et viscérales. La dénonciation a remplacé les tentatives d'argumentation raisonnée. La diabolisation se substitue désormais au désaccord. La fermeture des programmes d'études de genre indique à quel point notre travail féministe est devenu dangereux pour les ambitions des tenantes de l'autoritarisme et de leurs partisans.
le retour de bâton, les efforts pour nous faire taire sont effrayants, mais ils se sont aussi curieusement encourageants. Ils nous indiquent à quel point notre travail d'historisation et de dénaturalisation des normes de genre est perçu comme un danger par et pour les ennemis de la démocratie et du changement social, et à quel point il est important de poursuivre cette lutte en continuant de penser, d'écrire et d'enseigner les choses qui, si elles ne font pas toujours tomber ces tyrans, les font du moins trembler. Donc, pour conclure, afin de développer la stratégie et la tactique pour résister au contre-coup, il est nécessaire de comprendre le contexte historique dans lequel nous opérons. Ce faisant, il est bon de souvenir du plaisir ainsi que du pouvoir qui découle de la participation à un mouvement politique féministe. Et finalement, le genre est toujours la catégorie d'analyse utile dont nous avons besoin alors que nous entreprenons ce travail. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Joanne, pour cette leçon magistrale, on pourrait dire. Et je me disais que finalement, ce doctorat, c'était bien peu de choses par rapport à ce que vous nous apportez. Mais bon, puisque la cérémonie consiste à vous le remettre, on va quand même le faire. Voilà, hein, donc je ne sais pas s'il faut à nouveau que nous nous levions. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Vous êtes là. Voilà, donc je vais vous remettre. Ce photo, là-bas, c'était en 63. J'étais en train de présenter un discours contre la guerre vietnamienne. J'avais, je ne sais pas combien, 23 ans. J'étais très jeune à l'époque. Mais quand ma fille a regardé ce photo, elle disait « Ah, je sais très bien cette posture de ma mère. » C'est à l'université du Wisconsin, c'est ça? Oui, c'était à l'université de Wisconsin, oui. C'était 63. Ah oui. Formidable. Alors, moi, je vais vous donc remettre... Voilà. Ça là aussi. Donc, je vais d'abord vous remettre donc, le diplôme. Ah, merci. Attendez, pas à l'envers. Je vais le mettre à l'endroit. Merci beaucoup. Voilà. C'est le vôtre. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous remarquerez qu'on a quand même mis docteur. Oui, c'est docteur. Docteur avec un E, voilà, bien sûr. Et puis alors, nous avons une petite tradition maintenant, ici à l'Université de Paris 8. Et donc, nous avons aussi un petit paquet pour vous. Voilà, un petit cadeau qu'il faudrait, c'est pas une obligation, mais... Non, je vais l'ouvrir voilà, maintenant. que vous ouvriez maintenant. Je peux pas attendre. Alors, moi, j'ai mis mon petit papier. Il est là. Peut-être il faut encore. Oui. Voilà. Ah voilà. Ça va aller. Voilà. Faire durer le suspense un peu. Il y a encore une boîte. Oh là là. Il y a encore une boîte. Il y a encore. Alors, il y a un peu de papier. Voilà. Et là, voilà, je pense qu'on va y arriver. Oh là.
c'est de Camille. Oui, c'est le genre. C'est Camille Claudel, c'est Camille la Claudel. valse. Alors, pourquoi on a pensé à Camille Claudel? Eh bien, parce qu'au moment où vous penchiez sur les grèves des verriers de Carmont, Oui. Camille Claudel créait la valse. Ah bon. Voilà, C'est la même. c'est la même époque. Oui. Hein, elle l'a faite en Ah, c'est bien. 1895, je crois, Oui. enfin 1800, Oui, dans oui, les années 80. 1890-93. Oui. Et évidemment, cette valse a été refusée parce qu'au départ, elle était trop scandaleuse, étant donné que les deux personnages étaient entièrement nus. Elle Oui. elle a Oui, dit les deux. Voilà, les deux étaient nus, donc Oui. on lui a demandé de les couvrir. Elle les a d'abord couverts de façon assez importante, voilà, avec des sortes de voiles. Et puis ensuite, elle a eu cette version-là où elle a allégé, Oui. voilà, Et les c'est le choses. genre normatif, quoi. Voilà. Alors évidemment, c'est bien. Mais C'est Camille, du point de elle vue était... de l'histoire, c'est très important de l'avoir. Exactement. Et Camille, je pense, est loin d'être normative en tant que sculpteur. de tout. Voilà. Donc, Merci. voilà. Ah, merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous avez un Voilà, petit c'est ça. voilà. Après, pour l'embêter, pour partir, on est obligé de tout Je vais laisser voilà. je vais laisser là-bas. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, c'était un vrai plaisir de vous écouter. Hein. Donc, voilà, ce moment est fini. Voilà, et encore une fois, grand merci. Je peux peut-être vous embrasser. Ah oui, merci beaucoup. Voilà. Et puis, on va donc Merci remercier tout le à public. tous.